Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Harcelée pendant plusieurs années, Anne-Lise Debat livre un témoignage poignant, révélateur de ce que vivent des centaines de milliers d'élèves harcelés à l'école chaque année. Le combat contre le harcèlement, on en parle avec elle dans cette première partie d'émission. Un peu de magie aujourd'hui dans le Grand JT de l'éducation. On reçoit aujourd'hui le magicien et mentaliste Larsen pour son spectacle émerveillant. Il sera dimanche 21 janvier à la Cigale à Paris et dans quelques instants sur notre plateau. Dans sa chronique, Loïc Landreau fera la lumière sur Charlemagne et cette fameuse légende selon laquelle il aurait inventé l'école. Loïc que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Loïc. Bonjour Virginie, bonjour à tous. On commence avec la polémique autour de la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, Amélie Oudéa-Castéra. Oui, tout commence vendredi après-midi, quelques heures après la passation de pouvoir au ministère de l'Éducation. Le média en ligne Mediapart publie un article qui révèle qu'Amélie Oudéa-Castéra scolarise ses 3 enfants au sein du lycée privé catholique Stanislas à Paris. Ce qui, évidemment, n'est pas un message très positif envoyé à la communauté enseignante du public. Et au même moment, Amélie Oudéa-Castéra se trouve aux côtés de Gabriel Attal en visite dans un collège d'Andrézy, c'est dans les Yvelines, et elle est suivie bien évidemment par une horde de journalistes qui l'interrogent sur cet article de Mediapart, et c'est là qu'elle va commettre sa première grosse erreur de communication en tant que ministre de l'Éducation nationale. Elle affirme avoir fait ce choix parce qu'avec son mari, ils en avaient assez des absences d'enseignants non remplacés et des heures de cours perdues pour l'aîné de leurs 3 enfants, le seul à avoir commencé à l'école publique. Et elle a continué en disant qu'elle voulait s'assurer que ses enfants soient bien formés, heureux, épanouis et qu'ils se sentent en sécurité et en confiance. Sous-entendu qu'on peut sentir derrière ça, c'est que dans le public, ils ne le seraient pas. Des propos qui ont provoqué effectivement un véritable tollé auprès des syndicats et de toute, en tout cas une partie de la communauté enseignante. Oui, je vous propose d'écouter la réaction de Sophie Binet, qui est la secrétaire générale de la CGT hier sur RTL. Vous allez voir, elle n'est pas tendre du tout avec la nouvelle ministre. Ces propos ont été vécus comme très stigmatisants pour les enseignants, comme s'ils passaient leur temps à rien faire et à ne pas assurer leurs cours. Donc ils sont pas plus absents, et d'ailleurs ils sont moins absents que les salariés du privé. Par contre, le problème c'est que ces absences ne sont pas remplacées parce qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Et ça, c'est la responsabilité du gouvernement auquel appartient Amélie Oudéa-Castéra depuis de longues années. Donc c'est quand même se moquer du monde que de reprocher ça à l'Éducation nationale alors que c'est leur politique qui organise l'austérité. Depuis, Amélie Oudéa-Castéra ne s'est pas excusée. Elle a affirmé, je cite, « regretter d'avoir pu blesser certains enseignants de l'enseignement public ». Et de son côté, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann s'est exprimé dans Question Paul sur France Inter hier. Il a appelé la ministre à agir encore plus farouchement pour redresser l'école. Vous voulez réparer le service public de l'éducation, commencez par faire en sorte que les professeurs qui sont aujourd'hui si vous voulez, la profession qui a perdu le plus de pouvoir d'achat et de prestige dans notre société sur les dernières décennies, eh bien, voient leur salaire augmenter et leurs moyens augmenter. Vous rétablissez leur statut, leur prestige dans la société, et là, vous commencerez à réparer l'école. Mais c'est pas le chemin qui a été pris. Elle doit s'excuser et expliquer en quoi maintenant elle va se dévouer corps et âme à faire en sorte que les profs aient les moyens, les professeurs aient les moyens, les instituteurs aient les moyens de mener à bien la mission qu'on leur assigne. Raphaël Glucksmann sur France Inter. Alors ce matin, évidemment, le ton est encore monté d'un cran puisque l'opposition demande clairement la démission d'Amélie Oudéa-Castéra. Notamment parce qu'une nouvelle révélation est venue fragiliser la ministre. Lorsqu'elle a évoqué la scolarisation de ses enfants, elle a dit que son aîné avait commencé dans une école publique. Sauf que nos confrères de Libération ont révélé que cette période se résumait en fait à 6 mois de petite section de maternelle. Et ils sont même allés jusqu'à retrouver l'institutrice de leur fils qui dit ne jamais avoir été absente au cours de cette période. Et l'institutrice a également révélé qu'Amélie Oudéa-Castéra et son mari avaient demandé à ce que leur fils saute une classe et aille directement en moyenne section, ce que l'école avait refusé, estimant qu'il était trop petit et pas assez mature. Et c'est là, donc, que ses parents auraient fait le choix de changer l'enfant d'école pour le scolariser dans le privé. Alors évidemment, les syndicats et l'opposition parlent de nouveaux mensonges et ce matin, effectivement, vous l'avez dit, ils sont nombreux à demander à ce qu'elle renonce à s'occuper de l'éducation nationale. Parmi eux, Rodrigo Arenas, député LFI et ancien coprésident de la FCPE.
Moi, je pense qu'elle doit, en tout cas, ne plus s'occuper de l'éducation nationale, parce qu'elle ne la comprend pas. Elle ne comprend pas non plus, d'ailleurs, elle ne s'est pas excusée auprès des enseignants. Elle a regretté ce qu'elle leur a dit, et elle a oublié que dans l'éducation nationale, quand on attaque un enseignant, on attaque tous les enseignants, on attaque tous les élèves, on attaque aussi tous les parents. Je n'accepte pas qu'une ministre de l'Éducation nationale abîme l'école publique pour justifier son choix personnel, parce que c'est ça dont il s'agit. Elle a joué sur l'émotion des parents pour justifier son orientation, quelle qu'elle soit, et qu'elle a abîmé l'école publique qui, encore une fois, accueille l'essentiel des enfants, qui c'est les parents qui choisissent l'universalisme de l'école publique, qui choisissent de mélanger leurs enfants indépendamment de leurs revenus, parce que c'est aussi ça la France. Rodrigo Arenas, député LFI sur RMC. Et ce matin, la ministre de l'Éducation donc, était en visite sur le village olympique de Saint-Denis, près de Paris. Elle a demandé à passer à autre chose. Oui, je la cite, « Je crois en l'école de la République, je crois en l'école publique. Je crois qu'il faut tous que nous ayons beaucoup d'ambition pour elle. Je ne veux pas aller plus avant sur le terrain de la vie personnelle et de la vie privée. Il y a des attaques auxquelles j'ai essayé de répondre avec le plus de sincérité possible. Il faut clore ce chapitre des attaques personnelles et de la vie personnelle. » Mais les attaques n'ont pas cessé, d'autant bien que la ministre de l'Éducation a reçu les partenaires sociaux ce matin. Alors que sait-on exactement de cette rencontre, Loïc ? Que ça s'est pas très bien passé. Voilà, c'est en tout cas les tweets qu'on a vus sur X, et j'en veux pour preuve celui de Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES FSU. Regardez, rencontre avec la ministre ce matin. Nous avons dit la colère de la profession. Nous exigeons des excuses publiques en guise de réponse. Pas d'engagement à traiter nos 2 chantiers prioritaires, salaire et conditions de travail. Nous avons coupé court à la discussion, et sur ce tweet, enfin sur ce X maintenant comme on appelle ça, vous le voyez, il y a un appel à la grève le 1er février prochain. Autre sujet, mais tout aussi important. Nos confrères de la Dépêche du Midi ont pu avoir des nouvelles de l'adolescent qui a tenté de se suicider en plein cours. Les faits se sont déroulés au lycée Stéphane Hessel de Toulouse mercredi dernier. Cet élève de 18 ans a d'abord écrit ce qu'il a appelé son testament sous les yeux de son voisin de classe. Puis, un peu avant la sonnerie de 9h30, il s'est levé de sa chaise et il s'est donné un coup de couteau dans l'abdomen devant ses camarades et devant son professeur. Le jeune homme est aujourd'hui hors de danger. Il est sorti de l'hôpital et il s'est confié à la Dépêche du Midi. Je vous propose d'écouter ce témoignage bouleversant. Je subis un harcèlement sur les réseaux sociaux et à l'école. Au départ, c'était moi et ma copine, mais depuis qu'il y a eu cette séparation, je le subis seul et ça persiste, toujours de plus en plus fort. Dans un dernier recours, je voulais mettre fin à ma vie pour déjà que ces personnes-là soient sanctionnées. Et je souhaitais au plus profond de mon âme qu'il y ait des répercussions. Et surtout, en fait, que les choses bougent, même si je ne suis plus là, que en fait, ces personnes ne puissent pas recommencer par la suite. Ce jeune homme a déposé 2 plaintes classées sans suite ces derniers mois et il détient, selon la Dépêche du Midi, des captures d'écran qui pourraient relancer l'instruction. On pense bien à lui, évidemment. Direction Valence dans la Drôme, où la sécurité de plusieurs établissements a été renforcée suite à des menaces d'enlèvement. Parce que la semaine dernière, un sondage a été publié en story sur Instagram et il demandait « On enlève des gamines de la ZUP, oui ?» ou non. Alors c'est évidemment l'incompréhension et la peur qui a envahi les parents de ces quartiers populaires gangrénés déjà par la violence et par le trafic de drogue. Ils alertent alors la mairie qui porte plainte et ce matin, des équipes de policiers municipaux se sont tenues aux abords des établissements potentiellement visés. Mais le maire appelle à ne pas céder à la panique. Une réunion doit avoir lieu cette semaine entre les parents, la mairie et la préfecture pour faire la lumière sur ces menaces. Et puis la police a ouvert une enquête sur cette publication. On termine avec la mise en examen de 2 directeurs d'école dans le cadre de l'enquête sur la mort de la petite Lisa. Elle avait 3 ans. Et en septembre dernier, elle est morte suite aux coups répétés de sa mère et de son beau-père. Le procureur de la République d'Évreux a précisé ce matin que la directrice de l'école maternelle où était scolarisée cette petite fille, ainsi que le directeur de l'école primaire où était scolarisé son grand frère de 6 ans, lui aussi victime de maltraitance, avaient été mis donc en examen pour non-dénonciation de mauvais traitements. Ils auraient constaté à plusieurs reprises des marques de coups sur le corps des 2 enfants, mais ils n'auraient rien dit. Ils risquent jusqu'à 50 de prison et 75 000 € d'amende. Merci beaucoup Loïc. Se révéler après des années de harcèlement scolaire, c'est la force qu'a eue Annelise Debat. Confrontée à l'injustice et à l'impunité, la jeune femme sort la peur au ventre. Un récit témoignage pour faire bouger les choses au nom de tous les enfants qui vivent chaque jour ce drame, ce qu'elle a douloureusement traversé. Entretien avec Annelise Debat sur ce plateau, c'est tout de suite dans la question du jour.
Bonjour Annelise Debat. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes autrice de La peur au ventre, livre que je vous recommande, paru aux éditions City, et créatrice du podcast Smile, podcast dont on va parler, que vous avez créé il n'y a pas si longtemps, en 2020, et qui marche fort. Parlons de cette réalité qui est le harcèlement scolaire. Insultes, coups, humiliations. Vous avez subi un harcèlement quotidien au collège jusqu'à la tentative de meurtre. Clairement, on appelle ça une tentative de meurtre. Un jour, des élèves vous aspergent de bidons d'essence et l'un des harceleurs menace d'allumer un briquet pendant que les autres hurlent « brûle-la, brûle-la ». Une scène insensée qu'on ne pourrait ni imaginer dans un film, ni dans une mauvaise série. Et pourtant, c'est un cauchemar dont vous vous êtes sorti, mais pas indemne encore aujourd'hui, j'imagine. Oui, tout à fait. Comme vous l'avez très bien dit, c'est vraiment une tentative de meurtre, en fait, ce qui s'est passé. Et effectivement, j'ai dû attendre jusqu'à mes 21 ans pour aller mieux, pour aller bien même, parce qu'actuellement, j'ai 22 ans, mais ça fait que 1 an que je me sens bien. 10 ans, 11 ans de cauchemar absolu. Oui. Combien d'années de pur harcèlement au sein même de l'établissement? De la 6e jusqu'à mes 18 ans, du coup, 7 ans. 7 ans. 7 ans de harcèlement. Ce harcèlement, il a commencé par un prof qui, vous allez me le dire, peut-être ne pensait pas forcément à mal, mais qui avait pour habitude d'énoncer les notes à voix haute en classe. C'est ça. C'est un professeur de technologie, et c'était le seul d'ailleurs qui faisait ça. Pendant chaque rendu de notes de copie, il donnait les notes à voix haute, de la plus basse à la plus haute, ou bien de la plus haute à la plus élevée. Et comme j'avais souvent des bonnes notes, c'est comme ça que le harcèlement a commencé, parce que les personnes de ma classe, elles n'aimaient pas que justement j'aimais l'école, que je travaillais bien, donc elles me traitaient d'intello à répétition. Au début, c'est ça, c'était sale intello, oh là là, elle a encore des bonnes notes, il va encore avoir 18. Vous étiez devenue la tête de Turc parce que vous étiez douée. Exactement. Au début, je me suis dit que c'était pas très grave. Tout le monde est insulté d'intello quand il a des bonnes notes, quand elle a des bonnes notes, donc je me suis dit que c'était pas très grave. Mais effectivement, au fil du temps, on a commencé à m'insulter sur mon physique, et c'est là que je me suis dit que c'était grave, parce que je me suis sentie atteinte et vraiment vexée. Vous dites effectivement que c'est grave, vous êtes vexé, ça vous atteint au quotidien, le soir quand vous rentrez, et puis vous décidez donc de manière assez logique finalement d'en parler. Et vous en parlez à votre prof de techno, et c'est là que tout commence finalement. Qu'est-ce que vous dit votre prof? Il nous dit que c'est pour rigoler, que c'est de la jalousie et que ça va passer en fait, rien de grave. Mais vous saviez que ça commençait à être grave déjà? Bien sûr. Pour moi, c'était grave, étant donné que j'ai commencé à être atteinte et que c'était tous les jours, que c'était répétitif. Mais bon, je me suis dit, comme c'est un adulte qui dit ça, c'est que ça doit être la vérité, en fait. Oui, vous aviez confiance finalement, confiance en l'école, confiance en les adultes. Vous disiez, finalement, si cette parole est dite, c'est peut-être moi qui ne comprends pas et qui ne suis pas encore assez mature? Oui, c'est ça, peut-être que c'est moi le problème, en fait. Et c'est comme ça que ce harcèlement démarre dans la plupart des cas. Tous les enfants qui ont vécu ces cas de harcèlement le disent. On ne sait pas, on est un peu perdu, on ne sait pas qui finalement croire, on n'a pas forcément confiance en soi. Et cette confiance, elle se développe de moins en moins. Oui. Et on remet tout en question. Exactement. On remet tout en question, on remet sa propre parole en question. On se dit effectivement, mais si l'adulte dit que c'est pas très grave, pourquoi moi je pensais que c'est grave? Alors que non, l'adulte a forcément raison. Et au final, comme je disais, c'est notre faute. Alors que non. Tu vas encore avoir 17, tu es la meilleure de la classe, de toute façon, tu es la préférée, puis tu es grosse, puis un petit papier où il y a marqué sale pulte, c'est ça? Oui. Pardon de l'insulte, mais c'est ce qui est écrit. Puis d'autres qui arrivent chaque jour. Vous décidez, au bout de 7 mois d'enfer, d'en parler à votre famille. C'est ça. J'ai osé en parler pour briser ce silence, en fait. Ma mère est venue à l'école, tout s'est arrangé parce que justement, ma mère est venue. Donc en fait, ma voix, moi, ne comptait pas, mais la voix de ma mère comptait. Et c'est quand même ce qui m'a vexée, encore une fois. Donc à la suite de cela, ma mère a demandé à ce que je change de classe. Et malheureusement, à la rentrée, j'ai découvert que j'étais à nouveau dans la classe des personnes qui me harcelaient en 6e. Oui, et en plus, vos copines proches, la plupart étaient parties. Oui. Donc vous attendiez aussi à retrouver des figures. C'est ça aussi, dans ces situations-là. J'imagine qu'on espère être entouré de celles et ceux qui vous ont souri et qui ont été là. C'était pas le cas? Non, c'est vrai. Une de mes meilleures copines avait quitté l'établissement et effectivement, à ce moment-là, je me suis sentie seule, en fait.
Vous gardez malgré tout, et vous le racontez très bien dans le livre, à garder ce positivisme, à garder cette envie d'aller de l'avant, vous battre aussi pour les autres, défendre des valeurs. Oui. Vous avez ce côté un peu justicier très très jeune. Vous étiez délégué de classe en 6e, vous posez la question finalement à la 5e, vous vous présentez, ça ne marche pas, vous avez récolté peu de voix, mais vous devenez... malgré tout, délégué des professeurs. C'était quoi ce rôle? Alors ce rôle, c'était en fait, j'avais un cahier dans lequel les professeurs devaient noter à la fin de chaque cours les incidents qui s'étaient passés, les remarques qu'ils avaient à dire sur la classe. Et effectivement, c'était ma professeure principale qui m'avait donné ce rôle-là, mais ce rôle ne plaisait pas aux autres personnes de ma classe. Oui, parce qu'en fait, il s'agissait d'expliquer ce qui se passait en classe, et donc fatalement de révéler aussi ceux qui ne se comportaient pas bien. Oui, exactement. Donc j'étais la balance en fait. Oui, la balance. La balance qui continue de se faire insulter, puis frapper. C'est ça. Les coups arrivent à Les ce moment-là. coups arrivent, c'est ça. Pour le cahier de la classe, justement, un jour, on m'a attendue dans les escaliers pour justement me demander le cahier, ce que j'ai refusé. Donc, on a commencé à me frapper, à me tabasser dans l'escalier par plus d'une dizaine de personnes de ma classe et d'autres personnes que je ne connaissais pas forcément, d'autres classes, des professeurs passés, des autres élèves passés, mais personne ne s'est arrêté pour m'aider, personne ne s'est arrêté en disant c'est pas normal ce qui se passe. Donc juste ils m'ont regardé être frappé, insulté, mais ils n'ont rien fait. Des professeurs passaient et personne n'a rien fait. C'est ça. Quand vous en parlez à votre maman ou aux gens qui vous entourent, qu'est-ce qu'ils vous disent à ce moment-là? Alors j'en ai pas encore parlé à ma mère, mais j'en ai parlé à une surveillante pour lui expliquer tout ce qui venait de se passer. Et elle me dit en rigolant oh Annie, ce sont des garçons qui sont amoureux de toi, laisse tomber, c'est rien. Donc ils te tapent parce qu'ils sont amoureux de toi? Oui. C'est ce qu'elle vous fait entrer dans votre cerveau à ce moment-là? Oui. Vous avez 13 ans. C'est ça. Donc je me dis qu'elle a raison, que c'est de l'amour, et que l'amour, c'est les coups et les insultes. Donc c'est mieux que j'arrête d'en parler, en fait. Donc finalement, c'est logique qu'on vous frappe? Oui. Voilà, on vous donne de l'amour en vous tapant. Exactement. C'est le message qui est véhiculé. La maison devient aussi finalement le lieu où vous vous réfugiez, mais aussi le lieu de l'enfer, parce que c'est le début des scarifications. Exactement. Vous avez besoin, et je ne vais pas développer tout le livre, tout dévoiler, mais c'est le moment aussi où vous avez besoin de marquer votre corps de tous ces moments-là, que ça reste en fait. Oui, c'est ça. Donc, comme vous le dites bien, j'ai commencé à me mutiler à la maison tous les soirs, et j'ai même arrêté de manger en fait. Donc tout ce qui se passait, je le faisais contre moi au final. C'est comme si je me punissais. Contre moi, mais pour eux. Vous le dites très bien, vous dites bah ouais, j'étais grosse, ils avaient raison finalement, donc je vais arrêter de bouffer, je vais arrêter de manger. Il ne fallait plus que je m'alimente. C'est ça. Vous arrêtez de manger à la fois à l'école et à la fin dans votre famille, sauf chez votre cousine, chez qui vous aviez tout d'un coup des crises finalement de boulimie. Oui, tout à fait. Et pourtant, ma cousine justement m'interdisait de manger, elle m'enfermait dans la chambre pour que je ne mange plus en fait. Un système qui vous paraissait aussi normal, puisque c'était de l'amour, encore une fois, le fait d'être violent. Tout à fait. Pour moi, tout ce qui se passait, c'était normal, étant donné que la violence faisait partie de mon quotidien, au final. L'événement le plus marquant qui soit, ils sont multiples, parce que vous le racontez encore une fois dans La peur au ventre, une victime de harcèlement scolaire brise la loi du silence. Vous le racontez à l'instar de beaucoup d'autres qui se sont aussi qui se sont racontés à travers de livres ou d'articles lors d'humiliations et de coups et d'insultes et de périodes de harcèlement au cours de leur scolarité. Eh bien, vous arrivez à un événement qui est le plus marquant qui soit, on l'a évoqué en début d'échange, ce moment où des élèves vous renversent des bidons d'essence et vous menacent de vous tuer. Oui. Oui. Ça se passe à la sortie de l'école? À la sortie de l'école, malheureusement, c'est dans un recoin, c'est-à-dire qu'on n'est pas visible par la concierge, et c'est pendant une heure creuse, c'est-à-dire que tous les élèves sont en cours, donc il n'y a personne. Et moi, mon collège, il était vraiment reculé, donc il n'était pas vraiment dans la ville. Il était à Paris, effectivement, mais au milieu de rien. Il y avait juste un petit parc et sinon, c'était que des immeubles. Il n'y avait vraiment rien à côté du collège. Donc, effectivement, à ce moment-là, je me dis qu'ils vont me tuer et que c'est fini pour moi, en fait. Mais comment vous réagissez? Vous avez un instinct de survie? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je sais qu'il y a un fou rire, il me semble, de l'une d'entre elles. Et c'est là où vous dites, il faut que je m'échappe, je cours, je fais quoi? C'est ça. Je suis paralysée, en fait, pendant une dizaine de minutes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Je me dis que c'est pas possible que ce soit à moi que ça arrive. Mais au final, quand je les regarde et que je me rends compte que c'est les personnes qui me harcèlent à l'école, je comprends que c'est la suite logique des choses. Je me dis, à l'école, ils me frappent tout le temps, ils m'insultent tout le temps. Sur les réseaux sociaux, ils me disent de me suicider. Et là, ils veulent me tuer pour de vrai. Donc c'est la suite logique des choses. Donc moi, d'un côté, je me dis, j'ai envie de mourir parce que j'en ai marre de souffrir. Donc c'est bien qu'ils veulent me tuer aujourd'hui. D'un autre côté, je me dis, j'ai 13 ans, c'est pas possible ce qui est en train de se passer. Et effectivement, au bout d'un moment,
comme ils ont commencé à rigoler, c'était encore une fois inhumain de leur part. Je me suis dit, bon, soit Annelise, tu arrives à courir pour fuir et te mettre en sécurité, soit ils te tueront. Donc j'ai réussi à m'enfuir. Vous réussissez à vous enfuir, mais vous vous dites là c'est trop, stop, là je porte plainte. Oui. J'arrête. Sauf que c'est une énième déception. La justice ne suit pas. Non, ma plainte est classée sans suite. Mais comment elle est classée sans suite? Quelle est l'argumentation? Ils sont mineurs, de moins de 13 ans malheureusement, et en dessous de 13 ans, il n'y a rien de prévu en fait par la loi. Aucune lettre écrite aux parents, aucun recours, aucun pardon de la part des élèves en question, ni des parents de ces élèves-là qui viennent vous voir? Jamais de pardon, jamais d'excuses, rien, parce que le harcèlement continue jusqu'à mes 18 ans. Donc en fait, à la suite de ma plainte qui a été classée sans suite, le harcèlement a continué, ils ont continué, ils m'ont poursuivi jusqu'à chez moi, encore une fois, ils m'ont insulté, ils m'ont fait peur tout le temps. Parce que justement, la justice n'avait rien fait contre eux. Non seulement la justice ne fait rien, le premier professeur de techno est un peu paralysé, il dit bon, c'est pas grave, il charrie, ça arrive. La surveillante en question vous dit ben non, c'est normal, comme il t'aime, il te tape. Et encore une fois, cette CPE dont vous parlez et qui prononcera mot pour mot cette phrase, oh, ben, si Annelise ne veut plus se faire harceler, elle n'a qu'à partir. Oui. Ça a changé depuis. Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation, a créé cette loi justement contre le harcèlement avec l'idée que, eh bien, si le harceleur était manifeste, le harcèlement était manifeste, il devait lui changer d'établissement. Oui. Vous avez pu enfin respirer quand vous avez vu cette modification? Bien sûr, c'est tellement une suite logique, c'est-à-dire que c'est pas possible, c'est pas normal que ce soit la personne victime de violence de quitter l'établissement, c'est pas elle le problème. Le problème, c'est la personne qui harcèle, et donc c'est à elle de partir. Donc c'est très bien que maintenant, dès l'école primaire, les harceleurs doivent partir de l'école. Après, le vrai enjeu, c'est vraiment que cette loi soit appliquée. Cette loi s'est appliquée d'autant plus qu'effectivement, vous racontez aussi que lorsque vous avez demandé à changer de collège au début, le rectorat n'a pas voulu. C'est un système, en fait, qui est fait aussi. Parce qu'il n'a pas voulu parce que vous étiez bon élève? C'est ça. J'étais une bonne élève, je réussissais à l'école, donc ils se sont dit non, si on la laisse partir, les résultats scolaires de cet établissement vont baisser et ça on refuse. Donc ils ont refusé que je parte. Et donc vous ont proposé en fait un garde du corps à l'école? C'est ça, j'ai eu un garde du corps à l'école qui venait me chercher à la maison, qui restait avec moi à l'école, qui restait toute la journée avec moi en fait, même en classe, et qui me ramenait chez moi le soir. Mais ils vous ont dit clairement non, ça va faire baisser les résultats de l'école, donc on préfère te proposer un garde du corps, que tu vives encore l'enfer, l'angoisse, que l'on paye en plus ce garde du corps, plutôt que de te changer d'établissement. Oui. Quand vous voyez, je le disais, les changements qui ont été apportés, les nouvelles mesures et cette loi donc, contre le harcèlement qui a été, j'allais dire, mais contre effectivement la situation de harcèlement qui a été votée par le ministre, l'ex-ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, est-ce que cela vous réconcilie quand même avec la justice malgré tout? Oui et non, parce que malheureusement, moi, dans mon cas, ça n'a rien changé. Parce que certes, les harceleurs, 3 des harceleurs ont été exclus, mais c'est parce que justement, on m'avait agressé. Les autres harceleurs, ils sont restés dans l'établissement. Mais ça me donne de l'espoir pour les autres victimes de violences. Je me dis qu'elles, au moins, elles pourront se dire qu'elles pourront étudier sereinement à l'école en restant dans leur établissement et pas en quittant leur établissement comme si c'était elles le problème. Donc là, j'ai espoir quand même. Moi, ça ne me réconcilie pas du tout avec la justice, mais ça me donne de l'espoir pour d'autres victimes de violences. Je rappelle quand même que le harcèlement scolaire, pour ceux qui ne le savent pas encore, est désormais reconnu comme un délit pénal donc, et pourra être puni jusqu'à 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Est-ce que les élèves, depuis, donc je le rappelle, vous avez 22 ans aujourd'hui, ça a commencé à l'âge de 12 ans, voire même un peu avant, 11 ans, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez eu des contacts, des nouvelles? Est-ce qu'ils savent réellement ce qui s'est passé? Est-ce qu'ils ont pris conscience de la situation? Les personnes qui m'ont harcelée se sont jamais excusées. Une de mes copines, de mes anciennes copines qui m'a harcelée, m'a envoyé une lettre pour me dire si je t'avais pas harcelée, c'est moi qu'on aurait harcelé, du coup je l'ai fait. Donc c'est le dégoût total. Comment réagir à ça en fait? On se dit c'est n'importe quoi. Oui, et puis c'est effectivement le bas du bas. Parmi les mesures annoncées par Gabriel Attal, les cours d'empathie ont commencé début janvier. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose aussi d'enseigner l'empathie? On sait que face à ce que vous avez vécu, évidemment, ça paraît peu, mais est-ce que c'est un premier pas, dirais-je? Oui, c'est un premier pas, notamment pour les familles qui
n'apprennent pas ces valeurs essentielles à la maison à leurs enfants. L'école, certes, ça va être un nouveau point d'ancrage pour apprendre ce genre de valeurs essentielles aux enfants, même s'il faut absolument qu'à la maison, ça suive. Parce que certes, l'école va beaucoup apporter, mais à la maison, il faut qu'il y ait un suivi également. Je pense que c'est essentiel. L'enjeu, c'est la formation aussi des professeurs pour pouvoir reconnaître ce qu'est le harcèlement. Oui. Est-ce que vous pensez que votre professeur de techno, à l'époque, n'avait pas conscience de ce que c'était ? Oui, exactement. Tous mes professeurs n'avaient pas conscience de ce que c'était. La CPE, pareil. Peut-être personne. Hein. Donc, je pense effectivement que l'enjeu principal en matière de harcèlement pour les adultes, c'est vraiment que les adultes de l'école sachent ce que c'est que le harcèlement, sachent le repérer et sachent y mettre un terme. Vous allez dans les écoles aujourd'hui pour en parler, pour parler de votre histoire ? Tout à fait. Je vais dans les écoles primaires, collèges et lycées pour parler de mon histoire et pour faire de la prévention auprès des élèves, oui. Et comment réagissent-ils ? Quand je parle de mon histoire, il y a beaucoup de larmes. Donc c'est quand même extrêmement touchant. Et d'un autre côté, les enfants prennent conscience de ce que c'est que le harcèlement, notamment quand je leur parle des conséquences, de ce que ça m'a provoqué chez moi. Et ils ont également le sentiment d'injustice quand je leur explique que justement il n'y a pas eu de suite. Et donc ça me prouve que ces enfants-là, en tout cas que les enfants que moi j'ai pu sensibiliser, sont en tout cas potentiellement des humains normalement constitués. Vous avez créé votre podcast aussi, Smile. Est-ce que c'était une façon aussi pour vous de vous réparer ? Parce que j'imagine que vous avez été suivi sur le plan psychologique. Oui. Mais parler de cela, aider les autres, c'est une façon pour vous d'avancer ? Oui, c'est vraiment une thérapie. Moi, j'ai vraiment suivi une thérapie donc psychologique avec plusieurs psychologues et psychiatres. Mais effectivement, le fait d'avoir créé mon podcast Smile, ça me permet à moi déjà de me libérer, de parler et également d'aider d'autres personnes, d'autres victimes de violences à se reconstruire, à se réparer et à se sentir aimées, en sécurité et avec quelqu'un en fait. Et ça, c'est important. Je le disais en début d'échange, vous aviez que de très très bonnes notes plus jeunes. Est-ce que vous avez malgré tout l'impression d'avoir raté peut-être aussi certaines études supérieures que vous auriez pu faire à cause de cette situation ? Je pense que oui. Malheureusement, je suis tombée en dépression à ma 3e année de fac parce que justement, j'avais toujours ces traumas en tête. Donc j'ai arrêté mes études à ce moment-là. Et je pense effectivement que si j'avais pas été harcelée, j'aurais pu terminer mes études. Mais après, c'est un mal pour un bien parce que maintenant, je fais mon podcast, je fais des interventions et ça me fait énormément plaisir. Oui, une façon très jolie de vous réparer et surtout d'aider tous ceux qui nous regardent. Je rappelle, pour ceux qui n'ont absolument pas conscience de ce qu'est le harcèlement, à peu près 12 millions d'enfants franchissent les grilles des écoles aujourd'hui. On peut dire qu'il y a plus d'1 million d'enfants harcelés. Quels sont les chiffres ? Un élève sur 3 est victime de violences, un élève sur 5 est victime de cyberharcèlement quand les deux ne sont pas joints, un élève sur 10 donc de harcèlement scolaire. Donc, et sans oublier tous ceux qui ne sont pas encore témoignés et qui n'ont pas encore parlé, et Dieu sait qu'ils doivent être nombreux. Donc 2 numéros à retenir, le 3018 ou le 119. Il y a aussi beaucoup d'associations comme Marion l'a main tendue ou d'autres. D'ailleurs, vous les retrouvez, elles sont listées dans votre livre. Et puis, le podcast d'Annelise Debat. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. La peur au ventre, une victime de harcèlement scolaire, brise la loi des silences. Voilà, pareil aux éditions City. Merci. Merci à vous. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation. Alors, si je vous dis magie, si je vous dis mentalisme, tout d'un coup vous frétillez, surtout Loïc. Oui. Il a le sourire scotché tout à l'heure, il me dit, il est comme ça, il attend que ça, vous aussi, moi aussi, forcément. Je suis ravie d'accueillir Larsen sur ce plateau. Bonjour. Merci à vous de m'accueillir, en tout cas. Oh, nous sommes ravis. Alors, je vois que vous êtes prêts, le dé en main, les cartes en tournée dans toute la France avec son spectacle énerveillant. Évidemment, il va nous expliquer pourquoi ce jeu de mots énerveillant. Moi, je crois savoir que ça vient de Jean Dujardin et de plein d'autres artistes qui disent, mais qu'est-ce qu'il est énervant, c'est pas possible. C'est ça ? À cause de ça ? C'est à cause de ça, tout simplement. À la fois, on est émerveillés, à la fois, on est énervés. Vous serez à la Cigale, là, dimanche. Oui, dimanche. C'est bien ça ? Ouais. 2 horaires, je crois ? 14h30, 17h. Voilà, 14h30, 17h. Et puis, j'imagine aussi, dans toute la France, on peut Dans toute la France, il y a une tournée qui a déjà commencé, mais qu'on va continuer sur toute cette année 2024. Bon, vous allez me raconter comment ça a commencé, mais forcément, je trépigne d'impatience et je ne suis pas la seule. Avec ce dé, ces cartes, est-ce qu'on peut avoir un petit... Un petit tour, très rapide ? Ouais. Allez, c'est parti. Un jeu de cartes. On a tous... Tiens, je peux vous demander de penser à une carte. On ne s'est jamais vu. Hein. Non, c'est jamais vu. Est-ce que je peux vous demander de penser à une carte, n'importe laquelle, celle de votre choix ? Vous l'avez ou pas ? Oui. Ouais. C'est quoi votre carte préférée, là, tout de suite ? As de cœur. Vous pouvez la retourner, je crois que c'est la vôtre. Non, mais c'est pas possible. Des questions, peut-être, non ? Vous savez pourquoi on dit ça énerve, maintenant ?
Allez, c'est Moi, ça parti. me fascine pour l'instant. Un petit Dès rapide. que vous m'énervez, je vous le dis. Prenez-en une au hasard, vite. Une seule. Vous la regardez, vous la montrez à votre ami et vous les signez sur la face, s'il vous plaît. Sur la face, Ouais, vous la la face, regardez cette alors. partie-là. Oui, c'est pas très grave, ça changera rien. bon, d'accord. Ouais. Et vous la mettez où vous voulez dans le jeu. Surtout, vous ne la quittez pas des yeux, parce que c'est vrai que ça peut aller vite. On va juste récupérer... Ah, je vous montre juste une carte, vous me dites juste si c'est à vous. Une seule. C'est à vous ou pas? C'est pas à vous, il faut juste la frotter comme ça, légèrement, parce que ça peut changer. Si ça change, on la perd, on récupère le jeu, on va juste faire ceci, regardez. Non? Elle est coincée, je crois que c'est la seule que vous ayez signée. Bon, comme il l'a avalée, je n'ose pas la toucher. Je vous la laisse là. Incroyable, fascinant. Regardez, il est là. Il est là, mon Non, mais petit cœur. ce qu'il faut dire, c'est qu'on est à moins d'1 mètre de lui. À 2 On ne- centimètres, ouais. On ne voit absolument rien. À quel moment vous avez réussi à plier la carte, à la mettre dans votre bouche sans qu'on la voie? D'ailleurs, Je crois qu'il va te le dire. faites-moi penser à vous rendre votre montre. Non, je rigole. J'y ai tellement cru. Ça a commencé à quel âge, cette fascination Ça a pour la commencé magie à la suite d'une rencontre avec un magicien à l'âge de 16 ans. Ouais. Je jouais beaucoup au tennis à l'époque en étant adolescent. Et puis un soir, dans une soirée avec mes parents, il y avait un magicien chez des amis. Et puis voilà, c'est venu comme ça. Et c'est devenu une drogue parce que quand on sait bien évidemment faire un tour de magie et qu'on fait rêver ses camarades de classe, on a envie bien évidemment de continuer à apprendre la magie. Et puis c'est des rencontres après tout au long de ma carrière qui ont fait que j'en ai fait mon métier. Mais quand vous rencontrez cette personne, dans ce magicien, Ouais. c'est-à-dire qu'il vous fascine ou tout de suite vous vous dites j'ai un don? J'ai la même réaction que vous, c'est-à-dire que quand je vois un tour de magie, je me dis mais comment il fait? Donc forcément, je suis énervé, je suis subjugué, et donc forcément, j'ai envie d'apprendre. Et donc, je lui demande de m'apprendre un tour, et puis ça part comme ça, et puis après, on travaille pendant des années et des années, et puis... Alors le travail, effectivement, parce que c'est bien sûr le talent, mais beaucoup de travail, la manipulation, la dextérité. Oui, non? tout à fait, c'est énormément de dextérité. C'est comme quelqu'un qui joue du piano, qui apprend ses gammes et qui s'entraîne tous les jours. Et voilà, donc moi, c'est exactement la même chose avec des cartes, avec des pièces, avec plein d'autres choses. Là, bien évidemment, à la Cigale, je ne ferai pas de tour de cartes, je ferai des numéros visuels, bien évidemment, qui seront très impressionnants et qui pourront bien évidemment se voir de loin, qui seront basés surtout sur le sport, puisque j'ai décidé de faire un spectacle qui dure 1h20, 1h30 autour du sport, en mêlant bien évidemment la magie et le mentalisme. Et donc voilà. Alors, le travail, pardon, mais il y a aussi l'écriture. De plus en plus, un magicien n'est plus seulement magicien, mais il faut qu'il soit un peu stand-upper, il faut qu'il y ait une narration. On le voit de plus en plus et c'est un vrai boulot en plus. Alors, moi, je viens du milieu de l'événementiel. Donc, ça fait plus de 30 ans que j'interviens un certain nombre de fois par an dans des événements. Donc, forcément, on a forcément ces petites choses qui font que quand on est sur scène, moi, je viens de l'événementiel, encore une fois, et j'ai besoin du public, j'ai besoin de cette spontanéité avec le public, de cette convivialité avec le public. Et puis surtout, je veux mettre du rythme dans mon spectacle. Alors oui, il y a des choses qui sont écrites, mais c'est du stand-up, donc c'est imprévisible en fonction des gens que je choisis sur scène en permanence, parce que je choisis jamais au hasard, mais on n'est jamais à l'abri d'une surprise sur scène. Alors, bon, vous êtes certainement tout jeune, Larsen, mais enfin, quand vous avez commencé à l'âge de 16 ans, Ouais. j'imagine que les tours n'étaient pas les mêmes que maintenant. Ah bah, bien Alors, évidemment le que non. développement doit être incroyable. Ouais, la magie a énormément évolué depuis ces 15 dernières années. C'est sûr qu'avant, on faisait des tours de magie, maintenant, on fait des miracles. Donc voilà. Bah, écoutez, alors, on en a bien besoin en ce moment, les miracles dans la société. Si vous pouvez en faire beaucoup, ce sera avec plaisir. Ne serait-ce que des miracles sur scène. C'est-à-dire que comme vous parlez de miracles, forcément, je vais parler de mentalisme. Il y a certaines personnes qui sont sceptiques à ce sujet-là. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est vraiment que le mentalisme? Moi, je fais de la magie, pas des miracles. Si j'arrivais à lire dans vos têtes, je ne serais pas ici. Donc, ça reste un tour de magie. Après, voilà, j'utilise des techniques, mais je n'ai absolument pas de pouvoir. Mais montrez-nous le pouvoir peut-être avec le Maintenant, dé. déjà avec le mentalisme. C'est-à-dire que là, vous pourriez nous faire quelque chose? Rien que de tout à l'heure, en vous ayant demandé de penser à une carte, vous avez pensé à une carte, c'était l'as de cœur, c'était la seule qui était dessus. Et pourtant, on ne s'est jamais vu, jamais parlé, et on ne s'est jamais mis d'accord sur quoi que ce soit. C'est ce qu'on peut appeler du mentalisme. C'est-à-dire d'induire, en fait, des pensées? On ne sait pas. Non, mais la question, c'est pourquoi vous avez choisi l'as de cœur comme ça? Enfin, il n'y a rien qui vous a... C'est pour MC Solar. Ah, d'accord. Ah ouais. Non, je plaisante, je ne sais pas. Non, mais voilà, il n'y avait pas de... Alors, le dé. Allez, on y va pour le dé.
Alors, Jeune homme, tu mélanges le dé dans ta main, ouais, comme ça. jeune homme, j'adore. Oui, moi, on vous voit, vous avez remarqué. Tu poses le dé sur la table, tu laisses la main dessus. Surtout, tu me montres pas, tu regardes juste la face qui se trouve en l'air. Oui. Tu l'as vu ou pas? Je l'ai vu. Ouais. Tu souhaites changer ou tu restes sur le 2? Alors, c'est le 2. Mais là, enfin, c'est... Ça s'appelle le talent. Oui. C'est peut-être la seule chose qui va nous séparer encore quelques minutes. Oh, vous savez pas. Non, mais il n'y a aucune raison. Essayez peut-être, il va cacher le dé, essayez de Ouais, on peut essayer. deviner. On sait jamais. Allez. Peut-être que vous avez des dons de Ben oui, on montage. ne sait pas. Allez-y. Je dirais le 5. Oui, bah vous n'êtes pas loin, mais il va falloir bosser encore un peu. Hein. Non, mais il n'y a aucune raison scientifiquement explicable et logique pour que vous ayez trouvé que ce soit le 2. Alors Non, mais la magie, c'est un art qui permet de faire rêver les gens. Donc, plus vous allez chercher à essayer de comprendre, moins vous allez y arriver. Donc, la seule solution, c'est de laisser vous porter. Et il y a très peu de choses qui peuvent nous faire encore rêver encore aujourd'hui. Donc, voilà, qu'on essaye de garder encore cette Mais magie. c'est pour ça que ça me faisait rire quand j'ai vu effectivement le titre de votre spectacle énerveillant. Parce que disent tous, mais il m'énerve. C'est devenu une gimmick. Enfin, c'est pour ça qu'on a appelé le spectacle énerveillant, parce que c'est énervant, mais en même temps, c'est bienveillant, parce que dans mon spectacle, comme je mêle beaucoup l'humour et que je choisis des gens dans la salle, je choisis rarement au hasard, mais le but c'est de mettre du rythme et de leur faire passer un bon moment, parce que les gens, quand ils viennent voir un spectacle, ils ont besoin de rire, ils ont besoin de passer un bon moment. Ils ont besoin d'être énervés, bien évidemment, parce qu'on leur fait des tours sur lesquels ils vont être énervés. Mais voilà, c'est. Mais alors, énervé pour ceux qui veulent toujours comprendre, comme vous quand vous étiez plus jeune, ou peut-être comme Loïc, moi, en l'occurrence, je me laisse complètement porter et je trouve ça super. Ouais, il faut se laisser porter. Ouais. Est-ce que je serais justement la cliente idéale pour ce genre de tour? Envie que vous choisissez les personnes. Bah, je vous invite à venir dimanche. Mais je serai là, avec plaisir. Je vais emmener mes enfants dimanche. Ah, voilà. D'accord, avec plaisir, je vais venir. Mais c'est ça, le but, c'est ça, c'est qu'en fait, on est complètement porté. Ouais, il faut se laisser porter, il faut se laisser rêver. C'est pour ça que beaucoup de personnalités que j'ai eu la chance de rencontrer tout au long de ma carrière, entre guillemets, m'apprécient et parlent souvent de moi. C'est parce qu'encore une fois, c'est pas que je me prends pas au sérieux. Je fais un métier qui est sérieux, mais c'est juste que j'essaye de leur faire passer un bon moment, et c'est ce qu'il y a de plus important. C'est voilà, de les faire. Je veux surtout pas me prendre pour la 8e merveille du monde. C'est pas le cas. C'est juste le fait de faire passer un bon moment aux gens, et on essaye de le faire. Quel conseil vous donneriez à des enfants qui veulent se lancer dans la magie? Allez-y à fond. Et puis depuis ces 15 dernières années, la magie a énormément évolué, parce que moi, quand j'ai commencé il y a plus de 30 ans, il fallait aller dans les boutiques de magie. Les boutiques de magie il y en avait très peu sur la place de Paris. Il n'y avait pas de tuto sur Internet? Non, il n'y avait rien, Internet n'existait pas. Il fallait rencontrer quelqu'un qui veuille vous transmettre son savoir. Et à l'époque, c'était très compliqué, parce que le milieu était très fermé. Aujourd'hui, avec Internet, avec tout ça, ça s'est développé, c'est devenu un vrai business. Et puis, bien évidemment, on en voit beaucoup plus à la télé, donc forcément, ça s'est démocratisé. Ouais. Et puis en plus, c'est formidable pour les enfants. J'imagine que ça permet aussi de susciter beaucoup de qualité. Oui, et puis surtout pour les enfants qui sont un peu timides, ça leur permet d'aller vers les gens et d'arriver. Moi, je suis à la base quelqu'un d'extrêmement timide, malgré que... Ça ne se voit pas. Ouais, non, mais je suis... à partir du moment où je maîtrise ce que je fais, il n'y a pas de souci, mais en dehors de ça, c'est très compliqué pour moi. Donc la magie m'a aidé à combattre ça. Donc j'incite les enfants à en faire, ouais, bien sûr. Vous voudriez faire de la magie, vous? J'ai essayé, et je crois que je ne suis pas assez patient, et je préfère être de l'autre côté et effectivement être comme vous, me laisser avoir, me laisser porter. Ouais. Qu'est-ce qu'il est corpo, celui-là? Non, vraiment, je préfère cette position-là que celle de celui qui travaille depuis 30 ans avec les cartes, etc. J'ai pas la patience, et j'aime être celui qui... Ouais, c'est la difficulté des jeunes qui commencent aujourd'hui, c'est que nous, à l'époque, comme on avait moi j'avais un professeur qui m'a transmis son savoir, il fallait travailler. Et tant que j'avais pas fini d'apprendre mes techniques, on continuait pas le reste. Donc aujourd'hui, les jeunes qui commencent, dès qu'ils font un tour, ils ont forcément envie d'en apprendre 10, et voilà, donc il faut être très patient. L'Arsène sera ce dimanche à la Cigale à Paris à 14h30 et 17h. Si je me souviens bien, j'en ai à 17h, moi je crois. 14h30, je serai en plein déjeuner. Trop tôt. Voilà, 17h à la Cigale à Paris. Et surtout, il y a une tournée dans toute la France. Oui, tout à fait. Voilà, je vous conseille de suivre. Évidemment, on a toutes les dates sur le site. Et on peut tout retrouver. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Vous êtes magicien donc et mentaliste. Merci avec le spectacle Énerveillant, mis en scène par Julien Safa. C'est ça. Merci d'avoir été là.
C'est à vous, cher Oui. Loïc. Chronique magique, peut-être? Ben, écoute, on espère. La montre est toujours là. C'est bon. Révélation incroyable aujourd'hui, Loïc. Charlemagne n'a pas inventé l'école. Eh ben non. Non, mais tout ça, c'est la faute de France Gall, qui chantait, qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école. C'est ce sacré Charlemagne. Et du coup, il y a des générations d'enfants qui ont cru que Charlemagne avait inventé l'école. Ce qui est fou, c'est quand même que vous nous chantez cette chanson avec les tics du Club Med. Non, je trouve ça terrible. Non, je scande la rythmique. Non, moi, je suis un mec de tempo. C'est ce sacré Charlemagne. Ouais, non, mais vous comprenez pas. Faut avoir l'oreille musicale pour faire ça. Okay. Quoi qu'il en soit, c'est comme Sheila qui chante comme les rois mages en Galilée. Les rois mages n'ont jamais mis un pied en Galilée. Jésus, il est né en Judée. Sauf que ça rentrait moins bien dans les pieds des paroles. Donc on dit n'importe quoi, on chante n'importe quoi et les gens croient n'importe quoi. Non, j'en ai marre. Alors que tous les historiens s'accordent à dire que l'idée même de transmission du savoir dans des lieux dédiés à l'instruction est arrivée au même moment que l'écriture. On trouve les premières traces d'instruction en Mésopotamie et en Égypte. On est entre 3500 et 2200 avant Jésus-Christ environ, mais uniquement pour les garçons des classes aisées et intellectuelles. Les professeurs sont alors des prêtres et des scribes qui enseignent la recopie des symboles, des signes de l'écriture, le calcul, les sciences élémentaires, l'astronomie et les arts, entre autres. Bien plus tard, on est au 5e siècle avant notre ère, la Grèce développe son propre système éducatif sous la houlette de Platon, puis de son disciple Aristote. Là encore, pour les familles les plus riches, apparaissent alors les académies à partir de 7 ans, puis les lycées, où les programmes sont pensés pour former des hommes capables de diriger la cité et d'être de bons soldats, donc intelligents, cultivés et affûtés physiquement à la fois. Un petit peu ma description. Non, sauf affûté physiquement. Mais ça, c'est à cause des galettes. Je ne sais plus quoi répondre. Allez-y, poursuivez. Donc moi, je suis focalisée. Parmi les peuples celtes et en Gaule, ce sont les druides qui sont chargés de l'enseignement. Et à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, les Romains structurent et déploient aussi massivement les premières écoles mixtes et gratuites. Mais surtout mixtes, parce que ce n'était pas le cas avant. Mixtes, mais entre 7 et 11-12 ans environ, puisque malheureusement, à partir de 11-12 ans, eh bien, les femmes et les filles, en tout cas, devaient rejoindre le foyer, là où les garçons les plus riches continuaient vers un cycle secondaire qui, lui, était payant. Et puis vient l'an 313 de notre ère, qui est donc celui de l'édit de Milan. L'empereur romain Constantin instaure la liberté de culte, qui permet aux chrétiens de vivre leur foi sans craindre les répercussions. Et donc le christianisme se développe de façon fulgurante, et c'est l'Église naissante qui va reprendre le flambeau de l'organisation et de la structuration de l'enseignement scolaire depuis les premiers monastères, les églises et les abbayes, puisqu'à l'époque, seuls les moines et les prêtres sont les plus instruits. Alors le temps passe et on en arrive donc à notre ami Charlemagne, qui est couronné empereur romain d'Occident le 25 décembre de l'an 800. Et donc, il n'a pas du tout inventé l'école, ça on est d'accord, mais il l'a carrément développé et institutionnalisé aux quatre coins de l'Empire, qui partait, vous allez le voir là sur l'image, de notre Aquitaine jusqu'au nord-est de l'actuelle Allemagne, en passant par ce qu'il y a aujourd'hui la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, il y a même un petit bout de la Croatie et une partie de l'Italie. Et donc, tout ça commence en 789, alors qu'il n'est que roi des Francs, avec l'Admonitio Generalis. C'est une ordonnance qui promulgue entre autres la nécessité d'ouvrir des écoles gratuites pour tous les enfants, sans distinction, pour leur apprendre à lire, à écrire, à chanter et à compter, dans le but de veiller à ce que les livres de psaumes, les livres de musique, d'arithmétique et de grammaire soient parfaitement rédigés, mais surtout recopiés et diffusés. Et oui, il est là, en fait, l'enjeu du savoir. C'est que on a des livres, mais il faut des gens pour les réécrire et pour les diffuser et les expliquer. Mais en fait, notre ami Charlemagne, il reprend un mouvement amorcé 17 ans plus tôt par son cousin qui s'appelle Tassilon III de Bavière, qui avait déjà demandé aux évêques d'installer des écoles dans toutes les églises, sauf que Charlemagne, lui, en fait, il en a fait une loi, tout simplement, pour unifier un empire où se côtoient effectivement différentes langues et différents cultes païens.
Et il sait que l'unification va passer par une langue commune, par une foi commune, et que ça passe par l'alphabétisation, évidemment. Mais il a aussi un objectif administratif, parce que gérer un empire aussi étendu, ça demande de s'appuyer sur des hommes de confiance dans chaque région pour lire les directives qui sont envoyées depuis le pouvoir central, mais aussi pour les recopier et pour les faire correctement appliquer. Et ensuite rédiger, évidemment, des rapports sur la situation locale et les envoyer à l'empereur. Donc c'est une mission qui est confiée aux hommes d'église qui doivent parfaitement savoir lire et écrire. Donc voilà de quelle manière, petit à petit, les écoles se sont multipliées dans les villes et dans les villages sous l'impulsion de Charlemagne, et donc dans sa volonté d'unifier l'Empire, d'évangéliser les habitants, toujours autour de l'instruction et du savoir. Oui, parce qu'on est encore en 800. Donc en fait, il n'a pas effectivement inventé l'école comme ma chanson, mais il a largement contribué à la développer et à en faire ce que l'on connaît aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup Loïc. Je vous laisse découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écoliers. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Mario Barra-Vecchia. Bonjour Mario. Bonjour Malika. Cette fois-ci, c'était correct, la prononciation du nom de famille. Tu es chanteur, évidemment, la France entière t'a découverte dans les années 2000. Exactement. À l'occasion de la toute première édition de la Star Academy. Ça fait déjà 22-23 ans. 23 ans. Eh oui. Tu avais à l'époque atteint la finale et tu t'étais... Exactement, aux côtés de Jennifer. C'était en janvier 2022. Voilà. Et depuis, tu as eu 2022. Si tu veux, c'était 2002. Hier, oui. Tu as eu 1000 vies depuis, dans la musique notamment, mais pas que. Tu t'es lancé un peu... Écoute, oui, j'ai eu 10 ans en tout cas de vie musicale en France jusqu'en 2010. Et ensuite, je me suis consacré à développer des affaires, dont un magazine, Welcome Magazine, qui existe depuis 12 ans. Et ensuite, une association culturelle qui produit un festival pour les jeunes talents depuis aussi 11 ans. Voilà. Et puis depuis... De la politique aussi ? Oh, c'était un peu pour m'amuser, ça, la politique. C'est fini. C'est fini. J'aimerais en faire, mais malheureusement, les gens ne votent pas. Voilà. Et c'est un peu frustrant de se dire qu'on met toute son énergie pour faire des choses et que finalement, au bout du compte, il n'y a pas grand-chose qui se passe. La politique, c'est un milieu très compliqué. Alors, ma femme m'a engueulé à l'époque quand je me suis lancé là-dedans. Elle était contre ? Oui, elle est contre tout ça, mais voilà, comme j'ai tellement de choses à dire et tellement de choses à partager, je trouvais que c'était une belle route pour le faire. Mais bon, c'est très complexe. Et, ça a duré combien de temps ? Ça a duré une affaire de quelques mois. Ah oui ? C'est une affaire de quelques mois, oui, tout à fait. Et tu as aussi été agent immobilier. Tu es toujours, non ? Non, on a toujours, oui, effectivement, quelques agences immobilières. Et voilà, donc professionnellement, tout va bien. T'as la bougeotte, hein ? Mais je suis un homme de plein de projets, en fait. J'adore les projets, je m'ennuie si j'ai pas de nouveaux projets. Mais voilà, en tout cas, les deux bébés qui sont le magazine et l'immobilier sont bien là et sont très importants pour moi. Et puis dernièrement, il y a quelques mois, tu as sorti un livre aussi. Exactement. Ça s'appelle Mon père, ma bataille. Voilà, je le montre. Voilà, qui est sorti au mois de mai chez Prisma. Un livre qui me tenait à cœur de le faire, en hommage à mon père, puisque ça a été le premier fan, le premier qui croyait en moi à l'époque. J'étais un peu dans ses jambes depuis l'âge de 3 ans, parce qu'il avait des restaurants. Et je chantais dans son restaurant. Il fermait la porte vers 22h et j'avais 11 ans. Et il gardait ses derniers clients autour du digestif italien. Et il disait, venez écouter mon fils chanter. Il te faisait déjà connaître. Hein. Voilà, et donc j'étais un peu gêné à l'époque. Je dis, papa, pourquoi tu me fais ça? Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis il m'a inscrit à des concours de chant. C'est devenu mon premier producteur, mon premier manager. Et puis voilà, je suis parti à Paris. Et malheureusement, quelques années après, en 2009, il a été atteint d'une maladie qui s'appelle la maladie de Charcot. Voilà. Et il est parti très rapidement. Et j'explique dans ce livre un petit peu la relation que j'avais avec mon père. Parce que quand on est adolescent, parfois on fait des erreurs de parcours, on ne profite pas assez de ceux qu'on aime, de nos parents. Et donc, du coup, voilà, j'ai voulu rendre hommage à travers ce livre. Et c'est un livre aussi qui évoque, on rappelle que tu es belge, un sujet un peu tabou. Tu as eu recours à l'euthanasie à la fin de sa vie? Oui, c'est ça. Donc, moi, j'ai grandi en Belgique, à Liège, et mon père et ma famille est toujours là-bas d'ailleurs. Et donc, moi, je suis en France depuis 99. Mon père donc, est atteint de cette maladie en 2009. Et effectivement, il m'avait dit très, très vite
qu'il ne voulait pas souffrir et vivre comme un légume dans un corps qu'il ne pouvait pas gérer. Et c'est le principe même de cette maladie. Exactement, c'est exactement le principe de cette maladie. Et donc, il était difficile pour moi de respecter la parole de mon père, puisque je le comprenais, qui voulait s'enlever de cette souffrance incroyable. Et puis d'un côté, je voulais garder mon père le plus longtemps possible vers moi, c'est normal. de profiter de moments, et puis de me dire aussi que peut-être un miracle allait arriver. Voilà. On dit toujours, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Et donc, voilà, c'est pour ça aussi que je soutiens aussi ce projet de loi, parce que je me suis rendu compte qu'on est... En France, tu veux dire ? Oui, en France, puisqu'il est autorisé en Belgique. Et on ne peut pas décider à la place de la personne qui souffre. Voilà. Chacun doit être libre de choisir comment mourir. Et je pense que personne n'a le droit de se retrouver dans un corps, comme on le sait, sans pouvoir... Prisonnier de son corps, c'est vraiment la définition. Emprisonné. C'est l'image. Et voilà, donc j'ai vu les dernières semaines mon père vraiment dans une souffrance terrible. Et c'est là que je me suis dit, il faut qu'on le fasse, parce qu'il faut qu'on le libère. C'est toi qui as dû prendre cette décision ? Oui, je suis un peu le fils aîné de la famille, et même si on n'avait pas vraiment besoin de ma décision, parce que mon père l'avait souhaité, mais mon père, il voulait absolument que je lui dise que j'étais d'accord. Voilà. Et donc, effectivement, quand le médecin de famille que je connais et que je connaissais depuis tout petit est arrivé, il m'a dit « Mario, écoute, il n'y a rien à faire. Là, ton père est dans un coma maintenant, plus rien ne fonctionne, il a besoin de la machine pour respirer. » Et j'avais ce souvenir que mon père me disait « Écoute, si je dois respirer avec une machine, il faut que tu la débranches. » Et donc, effectivement, j'ai débranché la machine. Et après, il y a eu l'injection, et voilà comment il est parti. C'est quelque chose qui marque pour toujours, j'imagine. C'est quelque chose qui marque pour toujours, effectivement. Mais ce livre m'a permis de prendre les choses d'une autre manière. Et d'aujourd'hui... Tu avais quel âge à ce moment-là, toi ? Moi, j'avais 32 ans, je crois. 32 ans, oui, c'est ça. Et ce livre m'a permis, en fait, j'avais peur d'écrire ce livre, parce que je ne voulais pas retomber dans cette souffrance, et je me suis dit que j'allais retomber dans toutes ces images que j'ai traversées avec mon père pendant cette maladie, et j'avais peur. Et finalement, en écrivant quelques pages, les jours passent et on se rend compte que ça nous fait du bien. Ça nous libère, ça, comme une sorte de thérapie envers soi-même. Et j'ai même appris des choses que j'avais oubliées. En fait, je les avais en moi, mais c'est comme si on voulait des fois cacher certains souvenirs. Et voilà, donc ça m'a fait beaucoup de bien. Et aujourd'hui, à travers ce livre, j'ai envie de donner de l'espoir. De l'espoir, d'abord dans la recherche pour trouver des remèdes, trouver des traitements pour cette maladie. Et puis aussi aller à la rencontre des malades, de ceux qui souffrent aujourd'hui, que je fais d'ailleurs. J'ai fait cet été, j'en ai rencontré quelques-uns. Et du coup, on passe des moments super en essayant de donner un peu d'espoir. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Mario, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Et tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Est-ce que la fleur qui est faite spécifiquement aux étudiants français, c'est une façon de préserver la langue française? Parce que j'ai cru comprendre que c'était une problématique en ce moment au Québec. Tout à fait. On est tout petit, hein? On est un petit peuple qui parle français en Amérique. Alors, pour nous, il y a vraiment une préoccupation de conserver la langue française et de faire rayonner la langue française. Alors, c'est pour ça qu'on a cette espèce de manie de tout franciser. Un major, c'est un majeur, c'est une majeure. Alors, on est vraiment dans cette logique de francisation pour conserver la langue française. Et le gouvernement actuel est très pro-francophonie. Alors, oui, inévitablement, c'est pour ça que l'accord France-Québec existe. Et également, l'accord pour la Belge francophone et le Québec existe également. Parce que ce que vous dites, c'est que nous, on est très fort pour ce qui est d'éduquer par le regard, par la vue, mais pas le reste du corps. Alors, ce qui est absolument dingue, c'est que nous, dans notre éducation, on atrophie nos enfants dans leur potentiel. C'est-à-dire qu'on va leur dire très vite « assieds-toi et regarde ». C'est-à-dire qu'on va les entraver dans leurs mouvements. Nous savons depuis quand même 2 siècles que le corps en mouvement
produit de la pensée, c'est parce que l'on bouge que l'on pense. Donc le corps est pensé et la pensée, elle est corporelle. Et on voit bien comment les enfants, ils vont être capables de devenir des petits citoyens qui vont délibérer parce qu'ils vont faire l'expérience, justement, de l'expérience de toucher, sentir, évaluer de leur propre chef, qui va les amener, en effet, à réfléchir sur le monde. De préférence dans la nature, mais pas seulement dans la nature. Vous donnez un chiffre hallucinant sur les distances parcourues à pied par les enfants. Oui, bon, ça, alors, c'est pas de moi, mais il y a des chercheurs qui ont observé qu'en un siècle, finalement, autrefois, un enfant de 8 ans, il pouvait s'éloigner à 15 km de chez lui. Nos enfants, aujourd'hui, à 300 mètres, c'est la panique. C'est la panique globale. Je pense qu'on appelle... On appelle les pompiers pour les rechercher. Ou la police. C'est pas inintéressant de dire, mais finalement, nos enfants ont perdu la marche. Ils ont perdu la marche main dans la main. Ils vont pas à l'école à pied, nos enfants. Et on les dépose. On les dépose, on les éjecte. On les éjecte. L'autre différence aussi, Anna Maria, c'est que dans l'application Corneille, on a un parcours absolument personnalisé que peuvent suivre les élèves. Des activités notamment comme le déchiffrage phonétique, la reconnaissance graphique de mots, le traçage de lettres, mais aussi la réalisation de comptines, l'écoute de comptines et la réalisation de dessins. Tout ça, c'est très sérieux. Qu'on se rassure, c'est ludique aussi avant tout. Hein. Oui, donc quand on a créé vraiment, on a mis l'enfant au centre Aujourd'hui, notre principal concurrent, c'est YouTube. L'enfant, il va regarder Peppa Pig. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il reste dans un environnement qui l'amuse. Donc il est dans un environnement du conte, avec des petits personnages qui sont des compagnons de lecture. Et ils vont l'accompagner comme ça, petit à petit, dans des activités d'apprentissage. Donc effectivement, les activités sont nombreuses. Elles vont être vraiment alignées avec des compétences de lecture, parce que derrière, vraiment, il y a la science de la lecture qui est derrière cette application. L'enfant, lui, il voit vraiment un parcours, des activités. Il va nourrir un ours, jouer avec des petits pois pour faire des dictées de lettres. Mais derrière, il y a vraiment la science qui est recommandée par le ministère. On a un label du ministère pour nous soutenir et pour nous faire rentrer aussi dans les classes pour avoir accès à tous les enfants et pas uniquement aux enfants qui ont des parents engagés et qui se préoccupent de leur éducation. C'est quoi la vie à Montréal? Oh là là. Est-ce que ça joue aussi beaucoup? Ça joue aussi beaucoup. En 3 minutes. Est-ce que ça joue aussi beaucoup, effectivement, dans la décision des étudiants français de partir étudier là-bas? Ah oui, je pense que oui, parce que Montréal, on dit souvent on est l'université de Montréal, puis on en est fiers parce qu'il y a l'université, mais il y a la ville de Montréal. On est souvent, chaque année, là, parmi les meilleures villes étudiantes au monde, là, parce que c'est une ville qui est jeune, une ville qui est dynamique, parce qu'il y a également plusieurs universités, donc il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup, puis on parlait aussi bien toutes les saisons, là, on vit l'hiver, on vit l'automne, on vit l'été. Et comment on survit à l'hiver, justement? On ne regarde, t'as la réponse, ils sont venus sur notre plateau. Ils sont venus sur notre plateau à Paris. Voilà. Mais vrai, on ne survit pas, puis je suis au sud de la France, donc je peux en parler là. Mais vraiment, c'est sûr que le premier hiver, faut s'adapter. Mais généralement, sincèrement, on se couvre bien. Mais il y a tellement d'activités, il y a tellement. Oui, tout est fait pour. Tout est fait pour, parce que sinon, ça arrêterait de vivre durant l'hiver là. Alors qu'il y a même, quand je suis arrivé en janvier, à la fin janvier, il y a Igloo Fest, qui est un festival sur les berges du Saint-Laurent où on profite, on vit. Il fait quand même moins 10, moins 15 ou plus là. Oui. Puis il y a quand même vraiment ce dynamisme, cette envie de. Puis même, on a beaucoup de pubs, beaucoup de restaurants. C'est vraiment une ville agréable à vivre en tant qu'étudiant. Puis même, je ne l'ai jamais quittée. Je suis fier montréalais là, depuis 11 ans. Donc, puis je pense que je vais continuer à y vivre. Là. Mais vraiment, elle a beaucoup à offrir, cette ville. Même culturellement, on a beaucoup de musées, etc. Il y en a pour tous les goûts. Là. Puis les infrastructures sont faites en conséquence. Juste sur le campus, on a 3 stations de métro. Moi, ça me donne envie de vivre. Alors, 67 000 étudiants, le campus. Alors, les infrastructures sont faites pour résister. Exactement. Les routes sont tout de suite. Absolument. Le lien parent-enfant, notamment le lien mère-enfant, vous dites qu'il n'est pas automatique, que le fameux instinct maternel, j'aurais dû mettre des guillemets, ça n'existe pas, et que tout tient à la façon justement dès avant la naissance. Et évidemment, à partir de la naissance, on va construire ce lien. C'est une légende incroyable de faire croire aux mères qu'elles auraient un instinct, c'est-à-dire clac, l'enfant arrive et paf, elle l'aime, elle l'adore, je suis impeccable, etc. Devenir parent, et pour les pères c'est la même chose, il y a du vacillement.
on vacille. C'est un monde abyssal, l'entrée dans le monde de la parentalité, avec des bonheurs incroyables, des douleurs aussi, bien sûr, des peurs, etc. Et c'est pour ça que je dis qu'on a besoin d'être ensemble, parce que les parents, on ne peut pas les laisser seuls avec leurs questions. Et il faut les accompagner dans leurs questions et ne pas répondre immédiatement, c'est-à-dire ne pas boucher la parole. Laisser le parent trouver ses propres réponses. C'est ce que nous faisons au pâte au beurre. Ça demande du temps. Alors vous allez au pâte au beurre. Aujourd'hui, c'est précieux. Hein, on ne veut plus prendre le temps. Nous vivons à une telle cadence que nous ne supportons plus les rythmes humains, surtout pas les rythmes de l'enfance. C'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous suivre sur le canal 247 de la Freebox, canal 217 sur les box Orange et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci Loïc, à la fois pour les news et pour cette chronique sur Charlemagne. Vendredi, vous revenez pour l'agenda de la semaine. Mais figurez-vous que je reviens même jeudi. Incroyable. Et vendredi, incroyable. Jusqu'à plus soif. Jeudi, vous savez déjà de quoi vous allez parler ou pas? Malheureusement non, mais je vais vous faire un truc très bien sur les réseaux sociaux. Des petites tendances qui vont soit vous choquer, soit peut-être vous ravir. Je vais choisir ça. Merci beaucoup. Aujourd'hui à la réalisation, je remercie également Xavier Sanchez. Le son, c'est Thibaut Gorille-Lafont. Maquillage, Laure Audemont. Et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée. Ciao.